Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cadre un petit peu particulier, parce qu'un membre de ma famille réalise son rêve en construisant sa maison sur pilotis. Et comme c'est un membre de ma famille, et que la famille c'est important, et que j'aime ce membre de la famille, eh bien je l'aide. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de temps pour le faire. Je rigole. En fait, je fais ça surtout la nuit et le week-end. Toujours est-il qu'en construisant cette maison sur pilotis, ça m'a fait remonter un peu le temps. Voilà. Ma première expérience de vie professionnelle, c'était la charpente. Et je voulais partager 2-3 idées que j'avais en construisant cette maison qui font le lien avec À l'Escargot France. Parce que oui, il y a des parallèles à faire entre la maison sur pilotis et À l'Escargot France. Et pour développer mon idée, il faut bien comprendre que quand on dit maison sur pilotis, il y a maison et il y a pilotis. Un pilotis, c'est ça. C'est une petite poutre qui tient la maison. Maintenant, ces petites poutres qui tiennent la maison, c'est assez compliqué de les mettre. En fait, c'est même le plus compliqué. On pourrait même dire que les pilotis, c'est le 90% du travail de la maison sur pilotis. Pourquoi? Premièrement, aucun pilotis n'est à la même hauteur, puisque le terrain n'est pas plat. On a un pilotis ici qui fait plus d'1 mètre et le premier là-bas fait seulement 25 cm. Il y a des différences de taille, de 25 cm au plus court et au 1,20 m au plus long. Il faut donc les mettre de niveau. Ça prend du temps. Ensuite, il faut les positionner correctement par rapport au plan de la maison. Chaque pilotis, il y en a 32, doit être 100% d'équerre, parallèle, de niveau et d'aplomb. Ça commence à faire beaucoup. Mais ils ne doivent pas seulement être identiques par rapport à la construction de la maison. Non, ils doivent être posés correctement par rapport au cadastre. Et le plan cadastral, il ne te dit pas où ils sont les pilotis. Il te dit où elle sera la maison. Donc tu dois vraiment réfléchir, penser à tout ce qui va venir s'ajouter en largeur et en épaisseur pour poser ces pilotis à la bonne place. Ça prend un temps énorme. Et c'est seulement et uniquement lorsque tous ces pilotis sont d'équerre, de niveau, d'aplomb, positionnés correctement par rapport à la maison, positionnés correctement par rapport au cadastre, après mesure et remesure, qu'on peut les sceller et que l'on a mis un plancher parfaitement plane, que l'on peut construire la maison dessus. Et construire la maison dessus, eh ben ça va très vite et c'est spectaculaire. Alors que de construire les pilotis, eh ben c'est ingrat, parce que pendant des jours et des jours et des jours, on voit rien du tout qui émerge du sol. C'est pas très gratifiant. En fait, construire des pilotis, c'est une valeur intangible. Intangible. C'est extrêmement long à faire, ça se voit à peine. Et ça a de la valeur parce qu'on sait qu'après, on va poser une maison dessus. Bon, les plus aiguisés d'entre vous, ils ont compris où est-ce que je veux en venir. Nous avons posé énormément de pilotis. Et c'est long, et c'est dur. Et il faut s'y reprendre à plusieurs fois, parce que les réglages ne sont pas forcément bons du premier coup. Mais on a posé beaucoup de pilotis. Finalement, le tout premier pilotis, ça a été les escargots du Hamon. J'étais tellement passionné, et je suis encore tellement passionné, que j'ai décidé de m'improviser youtubeur pour vous permettre de m'accompagner dans cette aventure. Et quelle aventure ça a été! On a appris ensemble tellement de choses de par cette expérience. Ça a été un moment absolument génial et je vous remercie encore de m'avoir suivi pendant toutes ces années. Il y a eu un deuxième pilotis. Ah, il n'était pas encore fixé. Il bougeait encore de gauche et de droite. J'étais pas tellement sûr de la hauteur. C'était cette idée que j'avais qu'on devait aller plus loin en héliciculture. Et j'ai commencé à laisser mon esprit créatif aller dans tous les sens. J'avais pensé il y a 3 ans à créer une sorte d'académie pour transmettre un peu ses connaissances. Ça bougeait un peu trop dans tous les sens. Mais bon, c'était un pilotis, on ne le voyait pas, une valeur intangible qui commençait à émerger. Et au fur et à mesure que je pensais à cette académie, aux choses que je devais transmettre, je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne peux pas transmettre ces connaissances-là. Parce qu'en vérité, la manière que j'avais d'élever les escargots, c'était beaucoup trop dur. Voilà, je travaillais 11 heures par jour,
7 jours sur 7. Je me couchais tard la nuit pour faire les marchés gourmands. Je me levais tôt le matin pour faire les marchés hebdomadaires. Je constatais beaucoup de mortalité dans mes parcs. Alors oui, pour moi qui suis un passionné, je pouvais le supporter. Et encore, c'était très dur. Mais je ne pouvais décemment pas expliquer à des gens qui devaient avoir ce modèle de vie. C'était pas cohérent. Alors naturellement, je me suis dirigé vers une autre question. L'héliciculture telle qu'elle est pratiquée est trop dure et ne fonctionne pas assez bien. Beaucoup de problèmes, j'en ai souvent parlé. Problème de mortalité, hein. Il ne faut pas oublier qu'un parc hélicicole dans la nature, c'est un petit peu open bar pour les prédateurs. Tout le monde vient bouffer nos escargots parce qu'ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Que ce soit les reptiles, les batraciens, les rongeurs, les insectes, les oiseaux, tout ce qui est muni d'une bouche dans la nature mange des escargots. C'est un problème. Ensuite, il y a le climat qui commençait à changer. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais encore une fois, aujourd'hui, on le constate, hein, il va faire 37 degrés aujourd'hui. Il fait ou beaucoup trop chaud ou beaucoup trop froid. Alors l'escargot, c'est un survivant, hein, il est là depuis 400 000 ans. Ça ne va pas le tuer, mais par contre, il va stopper toute forme d'activité. Il va se mettre en stase, il va s'endormir, ou en état d'estivation, ou en état d'hibernation, et il ne va rien se passer du tout. Parce que ces climats tempérés qui vont bien pour l'héliciculture, il y en a de moins en moins. C'est comme ça. Et puis finalement, le dernier problème, c'est que quand enfin ils se réveillent, ils ne vont pas forcément manger pour grandir, ils vont immédiatement aller se reproduire. Et à l'époque, c'était un problème parce que j'avais plein d'âges et de calibres d'escargots différents dans mes parcs, et c'était un cauchemar en laboratoire de faire le tri. Tous ces problèmes mis bout à bout m'ont amené à une conclusion qui a été un nouveau pilotis. C'était il y a à peu près 3 ans. Je me suis dit, et si tout ce qu'on m'avait enseigné ne fonctionnait pas? Et si ça faisait 150 ans que l'on pratiquait mal l'héliciculture? Ça a été un pilotis. Voilà. Un gros. Parce que j'ai compris qu'il y avait un problème. Au début, je souffrais parce que mes escargots mouraient à cause de la prédation, et après, en milieu de cycle, je souffrais parce qu'ils naissaient n'importe comment. Comment est-ce qu'on peut souffrir de la mort et de la naissance sur un seul et même cycle? Et j'ai compris que l'erreur que l'on faisait, c'est qu'il fallait arrêter de s'occuper de l'escargot pour s'occuper du climat. Et ça a été le premier pilotis extraordinairement important. D'ailleurs, ce pilotis, il a un nom. Ça s'appelle de la recherche. Il a fallu démarrer des opérations de recherche, faire des expériences, des tests, valider ce que l'on pensait être plus pertinent. Et c'est ce qu'on a fait. Tout n'était pas parfait, mais on avait déjà la confirmation que ça fonctionnait mieux. Alors on est allé plus loin. On a commencé à réfléchir à des moyens de contrôler l'hydrométrie, de contrôler la lumière, de contrôler la température. Et ce n'était pas suffisant. On s'est dit que dans la nature, il ne fait pas toujours un temps parfait. Il y a des changements de température entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver. Il y a des scénarios climatiques. Donc, nous avons dû imaginer des scénarios climatiques. On avait une idée très précise de ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'il y a à peu près 2 ans, nous avons fait construire les premiers caissons d'élevage à environnement contrôlé. On a d'abord cherché des ingénieurs en France, mais le modèle était tellement nouveau, tellement ambitieux, que ça a un peu refroidi les ingénieurs français. Donc naturellement, aussi pour une question de coût, on s'est dirigé vers la Chine. Et ça a été un grand pilotis. Il a fallu construire une ligne commerciale. Parce que faire venir des bateaux de Chine jusqu'en France, je vous promets que ça demande beaucoup de formalités. Mais on l'a fait. Un pas après l'autre, on l'a fait. Nous avons une ligne commerciale internationale qui part de la Chine vers la France. Une fois que j'ai validé que ça fonctionnait bien, ça me fait une belle jambe de produire 20 ou 30 fois plus d'escargots que tout le monde. Parce que la question, c'est une fois qu'on a 20 ou 30 fois plus d'escargots, on fait quoi avec? Bonne question. Et ça, c'est un nouveau pilier de recherche et développement. Il a fallu trouver quoi faire avec les escargots. Mais en vérité, ça a été assez facile, parce qu'il existait déjà beaucoup de choses, beaucoup de recherches. On a commencé par se focaliser sur l'industrie du luxe, le caviar. Aujourd'hui, on a une appellation, ça c'est aussi un pilotis qu'on a mis en place, le caviar. Voilà, c'est une
appellation contrôlée qui n'appartient que à l'escargot France. Un produit extrêmement luxueux pour des gens extrêmement fortunés. Mais seulement voilà, pour distribuer ce produit, on ne peut pas le faire en petite quantité. On ne peut pas dire cette fois il y en a mais demain il n'y en aura pas. Non, on avait vraiment besoin d'industrialiser cette idée. Et ça, c'est aussi un pilotis très très important, l'industrialisation. Comment est-ce que je fais pour développer massivement mon exploitation d'escargots suffisamment pour attirer le regard des investisseurs du monde entier? Eh bien la réponse elle est très simple, je peux pas, c'est pas possible. Déjà il faudrait une trésorerie incroyable, il faudrait des millions pour monter une industrie pareille, sans compter de l'espace, les mètres carrés, il faudrait énormément de place, incroyablement beaucoup de RH, il faudrait du personnel pour s'occuper des escargots. Il n'y a pas moyen. Non, il fallait trouver une nouvelle idée. Encore une fois, on est plus dans le domaine du développement. Cette fois, le développement, c'est un des pilotis. En fait, il y en a deux qui sont très puissants. Il y a la recherche et le développement. Un des piliers du développement, ça a été de trouver une solution pour pouvoir grandir. Et bien, ce qu'on a fait, on a McDonaldisé l'escargot. On a employé le modèle. On a créé du licensing. Attendez un instant, il faut que je baisse les ISO parce que le soleil se lève. Je reviens. Bon, voilà. Je vous ai mis un peu à l'ombre, comme ça vous aurez moins chaud et vous me verrez un peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai McDonaldisé à l'escargot France? J'ai employé le système du licensing. C'est la force du nombre. Quand on est plusieurs, on va moins vite, mais on va plus loin. Et surtout, on ne s'arrête jamais. L'idée du licensing, elle est extrêmement simple. J'ai créé quelque chose que personne n'a créé. Ça me donne déjà l'opportunité de déposer une propriété intellectuelle. Ça, c'est fait. Et ça, c'est une valeur intangible, une grande valeur intangible. C'est un pilotis, très clairement. Mais qu'est-ce que je fais avec cette propriété intellectuelle? Il faut la rendre un peu plus tangible. Eh bien, c'est très simple, c'est le principe du licensing. J'ai décidé de mettre à disposition mon savoir-faire et mon savoir comment à mes partenaires éleveurs. Et comme ça résout tous les problèmes d'industrialisation de à l'escargot France. Et c'est absolument magnifique et tout le monde est gagnant. Les partenaires investissent dans les infrastructures d'élevage que j'ai créées, ils reçoivent les connaissances pour les exploiter correctement, ils produisent du caviar et la société à l'escargot France les revend. Voilà, c'est l'idée de base. Mais sur le plan, tous les pilotis, ils sont toujours bien rangés, bien réglés. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que les pilotis, il faut les régler, les re-régler, les remettre de niveau, les remettre d'aplomb. Et parfois, quand on en règle un, ça change la diagonale de tout le bâtiment. Et voilà, et on repart avec du théorème de Pythagore comme à l'école. Mais c'est pas grave, on le refait. D'ailleurs, ces petits réglages, ces ajustements qui ont dû faire, ces défis, eh ben, il y en a eu quelques-uns. Quand on a compris que l'idée était bonne, que ça fonctionnait, on est parti en industrialisation du côté de la Chine. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a eu un manque de compréhension de la part des Chinois, ou peut-être de notre part, on ne le saura jamais, mais des composants majeurs que nous voulions installer dans nos caissons étaient simplement absents. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Il y avait beaucoup de monde qui voulait ces caissons et il manque quelques petits coups de vis là, on n'est pas tout à fait de niveau. On a dû trouver des solutions, on a cherché des ingénieurs, cette fois-ci du côté de la France, pour résoudre cette question. Maintenant c'est fait, donc ce serait la version 1.1 qui est mise en service actuellement et on est content parce qu'elle fonctionne. Donc tout est parfait, les choses vont bien. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est assurer la livraison des caissons. Ça c'est très simple, on mandate un prestataire de transport qui va amener chaque unité d'élevage chez nos partenaires et l'aventure commence. Eh ben non, sinon c'est trop facile. Quand on pose les pilotis, quand on n'a pas encore fait le plancher, les réglages, ça prend du temps. Il se trouve que la société de transport qu'on a mandatée a été pour le moins maladroite en termes de manutention. Elle avait pourtant des informations sur le poids et la taille des objets, mais les conducteurs sont partis livrer les caissons à élevage en étant sous-équipés. Et à cause de la pression actuelle qu'ils devaient avoir, et au lieu de renoncer à décharger les caissons, ils l'ont quand même fait. Et ça a généré beaucoup de casse. Donc on est en processus de litige parce qu'on attend des solutions qu'on va devoir trouver. Voilà, des objets uniques au monde sont endommagés
Qu'est-ce qu'on fait? On travaille là-dessus, voilà, on est en train de discuter de ce litige avec les transporteurs. Ça aussi, c'est un défi, c'est un des pilotis qui demande à être réglé. Mais finalement, tout ça, c'est absolument génial parce que ça nous permet de régler le plancher, que ce soit l'amélioration des caissons, les découvertes que l'on a fait, le fait que la communication n'était pas excellente avec la Chine, ça nous a rendu meilleurs parce que maintenant on a développé un système de communication qui est beaucoup plus clair. Notre prestataire qui a endommagé les caissons, maintenant il sait ce que c'est et il ne fera plus les mêmes erreurs. Tout ça, c'est des pilotis qui se mettent en place. Poser des pilotis, poser un plancher, c'est pas gratifiant. C'est un travail qui est presque invisible. Mais dès que ça c'est fait, on attaque les murs, on pose le toit. Ça va extrêmement vite. Et qu'est-ce que c'est finalement les fondations de Alès Cargo France? C'est la recherche, c'est le développement. On recherche, on s'améliore, on expérimente, on apprend de nos expériences. Et le développement, on trouve des solutions pour augmenter la demande, que ce soit dans le caviar, que ce soit dans la pharmacologie, que ce soit dans 1000 choses qui existent, parce que le potentiel de l'escargot, il est énorme. On se développe, tant sur la commercialisation du produit fini que sur du modèle en soi de Alès Cargo France. Et maintenant qu'on sait à peu près qu'est-ce que c'est que les pilotis de Alès Cargo France, il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on va poser dessus. C'est très simple. Sur les pilotis de Alès Cargo France, on va déposer notre pérennité. Tous les partenaires de Alès Cargo France construisent un avenir durable, solide, de niveau, d'aplomb, d'équerre. Carré, comme on dit. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!